que je ferai cette présentation. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour un nouveau webinaire de l'Université de la Valeur. Aujourd'hui, nous allons parler d'éco-conception parce que l'analyse de la valeur, value design, intervient souvent, très souvent, pour reconcevoir un produit, concevoir ou reconcevoir un produit et y ajouter tous les éléments nécessaires à la diminution de l'impact environnemental, des mauvais impacts environnementaux, des impacts négatifs. On parlera d'impact positif et d'impact négatif sur l'environnement. Et lors de conception ou de reconception de produits, avec notre approche d'analyse de la valeur, nous intégrerons, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette présentation, des éléments qui permettent d'améliorer l'environnement et autres. On va voir un peu de quoi cela recueille l'éco-conception. Voilà, dans quelques minutes, je vais commencer cette présentation. Alors peut-être au départ, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous expliquer ce qu'est l'Université de la Valeur. Alors l'Université de la Valeur, c'est un environnement où on rassemble plusieurs indépendants qui travaillent autour de ces concepts valeurs. Nous l'avons construit et conçu, cette Université de la Valeur, avec Olaf Dehemer, qui en fait a eu la bonne idée de rassembler tout ce monde autour d'un ouvrage qui s'appelle Valeurs et Management. Or, pour continuer la vie de cette dynamique autour de valeurs et management, on a construit l'Université de la Valeur, qui est là pour vous apporter de l'inspiration à la création de valeur et vous démontrer, à travers des exemples comme aujourd'hui, des démonstrations de réussite, d'analyse de la valeur pour l'amélioration et la création de valeur. Alors voilà, nous sommes un groupe d'une vingtaine de personnes qui grossit au fur et à mesure. Vous voyez ici la tête blanche, comme elle nous le dit Lucie Parot, qui est présente avec nous aujourd'hui et qui interviendra pendant cette présentation, et bien d'autres personnes. Alors voilà, aujourd'hui, nous allons parler de valeurs sociétales et plus particulièrement de l'éco-conception, avec cette approche que l'on va mettre en avant et que je vais vous démontrer, de value design. Alors, value design, je vous expliquerai en quoi. Alors, je vous expliquerai ce qui est nécessaire. Value design, c'est éco-concevoir des solutions créatrices d'éco-valeur. Alors, qu'est-ce que l'éco-design? Qu'est-ce que l'éco-conception? On va le voir, j'introduirai cela dans quelques minutes. Qu'est-ce que l'éco-value? Qu'est-ce que l'éco-valeur? Également, on en parlera. Et puis, je vous ferai une petite présentation de notre approche value design. Alors, l'éco-design ou l'éco-conception, éco-concevoir. Alors, ce qui est intéressant, et je me suis amusé à décomposer le terme éco, parce que dans éco, il y a écologie, mais il y a aussi le concept de co-concevoir, donc de éco-concevoir et de co-concevoir. Donc, l'éco-conception, c'est trouver tous les moyens dans la conception ou la reconception d'un produit pour réduire les impacts environnementaux. Donc, que ce soit à travers, dans tout le cycle de vie, en fait, l'emballage, le recyclage, l'utilisation. Il s'agit aussi de trouver un équilibre, évidemment. D'ailleurs, on l'a constaté, hein, on doit trouver cet équilibre entre l'économie, l'environnement, le social. Et c'est ça, éco-concevoir un produit, ou je vais dire éco-reconcevoir. Parce que souvent, on peut prendre un produit existant, et c'est ce qu'on va voir dans cette démonstration que je vais faire aujourd'hui, et chercher à lui apporter des éléments qui permettent d'avoir un impact environnemental positif. Co-concevoir fait partie de l'éco-design, c'est-à-dire de concevoir de manière participative un produit ou un service. On le verra là encore, c'est ensemble toutes les parties prenantes qui se rassembleront pour reconcevoir un produit. Ce n'est pas seulement les ingénieurs, ce n'est pas seulement le marketing, ce n'est pas seulement l'avis du client, c'est l'ensemble qui nous permettra d'éco-concevoir ces produits. Alors, l'éco-valeur. L'éco-valeur, je vais d'abord parler
ce terme valeur. Je vous le définis à chaque fois, mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on a dans cette approche de value design et depuis pas mal d'années, à travers la norme qui s'appelle la norme AFNOR FD X50-153, définit le terme valeur. Et la valeur, pour les parties prenantes, c'est l'utilité sur le coût global, c'est-à-dire la satisfaction des besoins sur la consommation des ressources. Alors, tout de suite, vous voyez que si on diminue la consommation de ressources dans une logique environnementale, ben, on va améliorer la valeur. Donc, il y a un effet à la fois sur l'environnement, de diminuer la consommation de ressources, mais ça va aussi avoir un impact positif et on va créer de la valeur. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez tout de suite, cette notion, je deviens flou de temps en temps, cette notion où finalement, l'approche ou la réflexion ou la recherche d'une diminution de consommation de ressources est un élément de création de valeur. C'est ça que vous venez de découvrir ici à travers cette équation. Mais également, augmenter la satisfaction du client, de réponse à ses besoins, va également augmenter de la valeur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éco-valeur? L'éco-valeur, parce qu'il y a plusieurs manières de travailler cette équation satisfaction des besoins sur consommation de ressources, l'éco-valeur, c'est l'optimum de la valeur, finalement, c'est de baisser les consommations de ressources et d'augmenter la satisfaction des besoins. Si on arrive à faire ces deux aspects lorsqu'on reconçoit un produit, on va faire de l'éco-valeur. Et Value Design est destiné à vous aider, l'approche qu'on propose est destinée à vous permettre de faire de l'éco-valeur, c'est-à-dire baisser la consommation de ressources, et on verra dans tous les… Alors, évidemment, baisser le prix, ça, on baisse une consommation de ressources, mais aussi, en termes d'impact environnemental, c'est baisser la consommation de matières premières, baisser la consommation d'énergie, baisser toutes ces consommations, va permettre de constituer l'éco-valeur. Mais en plus, si dans cette reconception d'un produit, on peut augmenter la satisfaction, la réponse aux besoins du client ou de toutes les parties prenantes, là encore, on va augmenter d'autant la valeur. C'est ça l'éco-valeur et c'est ce que je vais vous démontrer dans quelques instants. Value Design. Alors, Value Design, c'est notre démarche que l'on a mis en place dans cette université de la valeur qui s'inspire évidemment de l'analyse de la valeur. L'analyse de la valeur, c'est un concept qui est né après-guerre. C'est Larry Mice qui, chez General Electric, à formaliser, parce que ça avait déjà été, il y a eu plein d'aspirations dans les années juste d'avant-guerre, mais que finalement, on n'achetait pas le produit pour lui-même, mais on l'achetait pour son utilité, pour sa fonctionnalité. Et là, vous avez un ensemble de courants, et d'ailleurs des courants de designers, qui se sont mis à dire, concevons des produits qui sont utiles, qui servent à quelque chose, qui ne sont pas seulement beaux, mais qui puissent servir à être utiles. Donc, c'est cette approche par les fonctions, c'est par la fonctionnalité du produit qui a apporté ce Larry Mice. Et après, vous avez eu tout un courant qui s'appelle l'analyse de la valeur, Value Analysis, Value Engineering, qui s'est développé pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, où d'ailleurs Lucie Parot en a fait partie parce que ça fait 30 ans ou même plus qu'elle fait et qu'elle met en place cette value engineering dans les entreprises. Puis on a associé, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a tout un courant autour du design thinking, un courant récent, mais un courant qui date lui aussi de l'après-guerre, avec le brainstorming, avec ces concepts de design, cette approche participative. Tous ces éléments se sont formalisés aujourd'hui dans ce qu'on appelle le design thinking, et on a décidé de rassembler à la fois l'analyse de la valeur et le design thinking dans une démarche qu'on a dénommée Value Design. Comment, justement, apporter
de la valeur au design thinking, le rendre un tout petit peu plus structuré et lui injecter des notions de consommation de ressources, de prix, de coût à ce qu'on est en train de concevoir pour regarder et faire le choix du produit ou de la solution qui apporte le plus de valeur à la fois dans la satisfaction du client, parce que le design thinking, il se focalise beaucoup sur la satisfaction du client, ce qui est normal, mais également sur la baisse de l'impact environnemental ou de la baisse de cette consommation. Et c'est l'ensemble que l'on va vous démontrer aujourd'hui à travers ce concept de value design. Éco-concevoir des solutions d'éco-valeur. Alors, des mots, c'est parti. Pendant une trentaine de minutes, je vais vous faire une petite démonstration d'une éco-conception que nous avons réalisée, Lucie et moi, il y a quelques années, dans un pays que je ne citerai pas forcément, vous le découvrirez peut-être. Je vais rester assez vague, évidemment, sur le nom de l'entreprise. J'ai caché le maximum d'informations qui pourraient révéler quelle entreprise c'est. Mais voilà, c'est une entreprise qui conçoit des bottes de protection. Voilà, des bottes de protection et qui nous a appelés il y a quelques années, quelques mois. Donc, je l'ai appelé Bot Secure Inc. Et donc, qui fait de la botte de sécurité depuis 65 ans. C'est déjà un bon moment. Et elle a décidé que par rapport au marché qu'elles aimeraient atteindre, il lui faudrait une réduction de 15 à 20% du coût de sa botte. Donc, c'est un gros challenge qui nous était demandé, 15 à 20% par rapport au modèle de 2018. On le reprendra d'ailleurs, ce modèle de 2018, ça sera notre modèle de référence. Et en plus, comme vous pouvez le voir, elle le marque dans ses objectifs qui nous a été fixé. La valeur de l'entreprise en matière environnementale les pousse à se questionner sur la possibilité d'incorporer certains éléments d'éco-design dans cette nouvelle ligne de bottes. Voilà, le problème est posé. Alors, on va passer étape par étape à la réalisation de notre démarche de value design. Alors, la première étape, la constitution de l'équipe. Alors, l'équipe, comme je vous le dis, c'est une équipe pluridisciplinaire qui englobe à la fois les clients, mais également toutes les parties prenantes de l'entreprise, des spécialistes aussi, des consultants. Là, on a une conseillère en éco-design. On a aussi un représentant du client. Alors, j'ai tout changé, les noms, etc. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des… Et puis, des noms fictifs. Et puis, on avait un partenaire asiatique parce que le marché qui était envisagé, c'est également d'aller sur ce marché asiatique. Donc, on avait toutes ces personnes, on a réuni toutes ces personnes et on a organisé, c'est pour vous donner un peu la manière dont on fonctionne avec Value Design, un atelier, 2 jours plus un jour après. Voilà. En 2 jours, on a réuni ces 15 personnes dans un environnement en dehors de leur entreprise. On paye ils sont à l'hôtel et ils restent pendant 2 jours compris à l'intérieur de cet hôtel. Alors avec le Covid aujourd'hui, ça va. Là en l'occurrence, on n'était pas en période de Covid, mais aujourd'hui, quand on réalise des ateliers, évidemment, c'est en visio et on arrive à animer. C'est un peu plus difficile, mais on arrive à animer ces ateliers à distance. 2 jours où on va challenger le produit et puis après on donne du travail aux ingénieurs. Là, en l'occurrence, c'était ceux qui faisaient des prototypes pour nous rendre les résultats un jour après et réfléchir sur tout ce qui a été étudié entre les 2 séances. Alors, on avait des sources d'informations. Ça, c'est intéressant parce qu'on a demandé, il y avait eu déjà des informations, des recherches d'informations auprès des clients. Vous voyez, on a un sondage, on a été voir les ventes aussi. Tous ces éléments ont été étudiés. Et puis, l'objectif principal a été déterminé, c'est l'objectif principal de ce qu'on devait construire, de ce qu'on devait revoir, de reconcevoir, cette botte de protection. Donc, l'objectif, on pourrait appeler ça la raison d'être, la mission de la botte, c'est protéger le pied de l'utilisateur
pour une utilisation quotidienne avec un look actualisé et une fabrication qui doit rester chez eux, locale, dans ce pays d'origine. Et puis des objectifs secondaires, comme on l'a vu, maximiser la durée de vie, respecter les principes de développement durable et évidemment, si possible, devenir le numéro un de la chaussure de sécurité et dépasser les concurrents. Voilà le sujet posé, l'équipe constituée et l'organisation des ateliers planifiés. Alors maintenant, commençons cet atelier pendant 2 jours. Étape numéro 2, qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher tous les éléments qui composent la fonction du produit bot, c'est-à-dire la satisfaction d'un besoin. À quel besoin la bot répond? On appelle ça à quelle fonctionnalité, fonction, besoin. Et là, on utilise plein de techniques. Alors, dans le design thinking, il y a des techniques du parcours client. Alors, on va regarder comment la bot fonctionne en regardant comment on l'utilise avec des utilisateurs de la bot. On va utiliser aussi, si là, on propose dans Value Design 6 techniques qui est baptisé réseau, avec notamment le diagramme système que vous voyez ici, où on met la botte de sécurité au centre et on regarde tous les interacteurs autour qui apportent justement cette relation à travers des éléments, comme ici, entre la garantie et la botte de sécurité, maximiser la couverture de garantie, être fait au Canada, ben voilà, je vous cache plus où c'était défini, maximiser la durée de vie. Enfin, on a récolté comme ça un ensemble d'éléments. On a également aussi analysé le produit de référence, c'est-à-dire la botte d'origine avec tous ses composants. Et à chaque fois, sur chacun des composants, on s'est demandé, mais à quoi ça sert? Et la réponse à cette question, à quoi ça sert, bah, ça devient des fonctionnalités, des besoins auxquels il va falloir répondre. Et à la suite de cette recherche de besoins, de fonctions, on en a recensé 97. 97 expressions de besoins qu'on a mis sous forme de… Alors, ça a été mis sous forme de post-it. On a utilisé Mural pour ça. Donc, vous voyez, on a 97 besoins qui ont été exprimés. Alors là, dans le design thinking, ça nous aide beaucoup parce qu'il y a cette explication de comment on travaille tous ensemble de manière participative pour exprimer des besoins. Maintenant, une chose importante et que Value Design apporte, c'est comment structurer l'expression de ces besoins. Ça va être important parce que ça va nous aider à définir les grandes branches fonctionnelles, les grands besoins principaux de cette botte. Alors, comment on le fait? On va le faire à travers ce qu'on appelle l'arbre de la valeur, une approche qui est issue de ce qu'on appelle la FAST, pour, je ne sais plus l'acronyme, mais disons qu'on va l'appeler l'arbre de la valeur. Donc, on va structurer, c'est un arbre fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va décomposer les fonctions en grandes fonctions ici. Vous voyez, on a trouvé justement dans ces 97 expressions de besoins, on a trouvé 8 branches fonctionnelles, besoins principaux, qu'on a résumés ici. Donc, couvrir le pied, assurer la sécurité, protéger le pied, assurer le confort, satisfaire l'utilisateur, attirer aussi l'utilisateur, répondre aux normes et, on l'a rajouté, vous voyez, minimiser l'impact sur l'environnement. Tout ça avec la mission principale qui est de protéger le pied pour une utilisation quotidienne avec un beau design. Et ces 97 besoins, on les a raccrochés à ces 8 grandes branches fonctionnelles pour en finaliser. Regardez, je vais vous montrer quelques exemples. Donc ici, vous avez, pour couvrir le pied, il faut faciliter, il y avait un des besoins qui est faciliter l'insertion du pied. Alors, il faut faciliter l'ouverture de la botte, donner du corps à la botte pour justement couvrir le pied. Assurer la sécurité, dans les idées, dans les besoins qui ont été définis, vous voyez, c'est surtout prévenir des chutes,
ne pas coincer la botte dans les caillebotis, assurer une adhérence, c'est surtout cette adhérence sur laquelle on va axer notre réflexion. Protéger le pied, avec là encore un ensemble d'éléments qui permettent de décrire comment on protège le pied. Et puis, assurer le confort, là encore, une décomposition de tous les besoins qui sont nécessaires pour assurer le confort. Satisfaire l'utilisateur, c'est déjà avoir nos produits en stock, par exemple. C'est minimiser les réclamations. Comment on minimise? On fait en sorte qu'il y ait une grande résistance. Notre botte est une grande résistance à l'usure, à la corrosion, etc. Attirer l'utilisateur, il faut qu'on puisse avoir un look noble, un look qui donne envie de l'acheter et en plus qui soit new way d'aujourd'hui, on va dire. Et puis, évidemment, il faut répondre aux normes du pays et des pays en général. Et pour minimiser l'impact sur l'environnement, voilà ce qu'on a donné aussi comme besoin sur comme possibilité de recycler le produit, d'utiliser des produits non toxiques et des matériaux recyclables. Voilà. Alors, une fois qu'on a, donc ici, on en était à l'étape 3, on a structuré ces 97 besoins sous forme d'arborescence. Maintenant qu'on a fait cette structuration des besoins, on va aller rechercher pour tous ces bouts d'arbres-là, quels composants de notre chaussure y répond. Alors, les composants de ces bottes, qu'est-ce que c'est? Je vous ai montré ici un exemple. Voilà, ici, par exemple, je vous ai mis un exemple concret, mais l'œillet, la languette, vous voyez, la gorge, enfin tout ça, les lacets, évidemment, font partie d'une botte. Le talon, il y a plein de termes pour lesquels on n'était pas au courant au départ, qu'on a dû apprendre avec les experts de l'équipe qui nous a suivis. Et donc, cette botte et ces composants de la botte, on les a associés aux fonctions qu'on avait définies précédemment, à toutes ces fonctions ici. Et évidemment, chaque composant a un coût, et en associant les composants à ses besoins et en décomposant le coût de ces composants, on arrive à identifier le coût de la botte du modèle 2018 par rapport aux fonctions, aux besoins qu'on a identifiés tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on constate quand on a fait ça? On constate que 46% du coût de la chaussure sert à protéger le pied et la cheville. Alors ça, on le savait parce que l'entreprise pour laquelle on est intervenu a une certaine reconnaissance, est reconnue comme étant une chaussure très protectrice. Donc, et d'ailleurs, ça s'est confirmé donc, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent sur cette fonction de protection du pied et de la cheville. On voit aussi que 23%, c'est sur le confort. Voyez, donc, on peut penser qu'avec cet argent qu'ils mettent dans le confort, c'est quelque chose qui va rendre la botte confortable à définir avec l'utilisateur et à voir. Mais les enquêtes de satisfaction nous prouvaient que la botte était assez confortable. Alors, par contre, ce qu'on constate, 0%, mais c'est normal, parce qu'il n'y avait rien qui a été prévu au départ qui était sur l'impact environnemental. Donc, on a 0, pas 1 centime, qui avait été défini pour la botte 2018 sur l'impact environnemental. Il va falloir y remédier et c'est maintenant l'étape 5 qui est cherchons pour chacun de ces besoins, si on ne peut pas trouver des solutions, des composants ou améliorer les composants existants pour répondre à nos objectifs déjà d'économie, de satisfaction et d'impact environnemental. Voilà l'étape 5 qu'on a réalisée sous forme, dans le design thinking, on appelle ça idéation, c'est-à-dire c'est un brainstorming d'idées. On va passer en revue tous les éléments
qui sont présents dans cet arbre fonctionnel et on va se poser la question, comment on peut faire mieux, qu'est-ce qui permettrait, et se poser la question, ce n'est pas nous, hein, nous ne sommes pas des experts en bots, mais nous avons des experts dans notre équipe, nous avons des ingénieurs, nous avons des experts environnementaux, on a un panel qui va faire jaillir de nouvelles idées ou des idées qu'ils avaient déjà depuis un moment et qu'ils vont pouvoir mettre sur la table pour les présenter et les proposer. Et à la suite de ça, on se retrouve avec 116 idées qui ont été produites. Alors, dedans, on les a classées de différentes manières. Déjà, les idées à développer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui a été dit, il va falloir aller les développer pour voir si ça a une réduction de coûts, si ça a un impact sur l'environnement, et puis si ça a une augmentation de la satisfaction, ou surtout que ça ne baisse pas la satisfaction si on met un nouveau produit ou si on met une nouvelle idée en place. Alors là, vous voyez, il y en a pas mal qui sont à développer. Il y a des idées qu'on a décidé tout de suite de faire, ici, des idées qu'il fallait aller faire de l'étude et de la recherche, alors là, encore plus précis, des idées qui ont été rejetées, des idées qui étaient avec un impact environnemental, des impacts environnementaux positifs, donc qui permettaient d'améliorer cet aspect environnemental, et des idées qu'on devait définir si possible, si on peut le faire, mais qui n'étaient pas forcément les plus importantes. Donc avec ces 116 idées produites, chacun est reparti c'était la fin de nos 2 jours de réunion. Et puis, on a demandé à chacun d'aller construire des prototypes, de développer ses idées pour nous proposer des scénarios d'amélioration de la botte de 2018. Voilà, alors ils sont partis. Et un mois après, je crois que c'est 3 semaines après, ils sont revenus avec des prototypes et des études qui ont été réalisées sur, alors c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle des propositions d'analyse de la valeur dans notre démarche, les PAV. Et là, vous voyez, ils reviennent. Alors, je vous ai caché pas mal de trucs parce qu'on ne pouvait pas forcément vous expliquer l'innovation qui était proposée ou des idées qui étaient proposées. Mais de manière, comment ça se… Là, on parle du talon, vous voyez. Il y avait une proposition d'analyse de la valeur sur le talon. Là, il disait qu'ils avaient un talon en bois pressé aujourd'hui et ils proposaient une nouvelle façon de traiter le talon avec justement des produits composites à faible impact environnemental. Des discussions sont apparues pour savoir comment mettre en place ce produit, ce nouveau talon, etc. Et une étude de coût a été réalisée en démontrant que si on mettait ce nouveau talon, on pouvait baisser de 40% le coût du talon. Alors, le talon qui est une partie du coût global de la botte. Et donc, je crois qu'on a eu une vingtaine de PAV qui sont revenus. Et avec ces PAV, qui avaient comme impact sur l'amélioration de la satisfaction, sur la diminution de coûts et sur la diminution de l'impact environnemental, tous ces éléments-là ont été rassemblés à travers de nouveaux composants. Vous voyez, le composant 32, je l'ai appelé 32, était pas mal pour diminuer l'impact environnemental. Il avait un effet sur la possibilité de rester mieux attaché, d'absorber mieux la marche, de pouvoir empiler les bottes, et puis aussi sur les lacets. Donc, on a trouvé ce composant 32 qui était présent pas mal à tous les niveaux et qui avait un impact assez positif sur l'environnement. À l'issue de ça, des scénarios ont été créés et des prototypages de bots nous ont été proposés. Alors là, je vous en montre, il y a plusieurs prototypes avec toujours pareil, la situation actuelle, la situation proposée, le prix de la botte, ici, je crois, 56 $, le coût de la main-d'œuvre, le coût du matériel,
Alors, vous verrez, il y a une petite différence. D'ailleurs, si vous êtes très attentif sur tous les prix et les coûts que je vous ai montrés. Tout à l'heure, quand on a fait une répartition des coûts des composants dans les fonctions de la botte, on n'a pas pris le coût de la main-d'œuvre, parce que ce n'était que les coûts des composants. Là, sont intégrés les coûts de la main-d'œuvre pour construire ces types de bottes. On est arrivé à 5 scénarios. Et ces 5 scénarios ont été étudiés en termes d'apport de valeur. Vous vous rappelez, satisfaction sur consommation de ressources, satisfaction des besoins sur consommation de ressources. Alors, tout d'abord, on a revu, on a donné un poids, justement, selon les personnes qui étaient autour de la table, les 15 personnes, selon ces critères les grands besoins qui avaient été définis. On a défini des poids, ce qu'on appelle l'étape comparaison par paire de l'ensemble de ces critères, et il a été défini le pourcentage idéal auquel les individus pensent que ces critères doivent apparaître dans la botte. Alors, quand on a remis cette comparaison avec la répartition, l'autre fois, du coût de la botte, vous vous rappelez, je vous ai montré tout à l'heure, on voit qu'il y a un écart assez important. Ici, vous voyez, pour couvrir la botte de 2018, c'est notre scénario de référence, il mettait que 1,9% de l'argent des composants pour couvrir le pied quand il était attendu 12,2%. Protéger le pied, 47%, ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous vous rappelez, beaucoup d'argent avait été mis pour protéger le pied. La pondération nous montre que 28% pourrait suffire. Bon, alors après, on va voir. Hein, donc, c'est une manière d'étudier un peu le rapport entre les composants qu'on met dans la botte, à quoi ils correspondent par rapport aux besoins attendus qui sont définis ici. Alors là, vous avez à la fin un écart par rapport à ce qui était attendu de 0,75. Et puis, on a pris chacun de nos scénarios. Donc, chacun des scénarios qui ont été proposés, il y en a 5, je vous le disais. On a défini le coût. Donc, chacun a un coût pour chaque scénario. Vous voyez, 57, 66, 63, 97, 59. On a défini les économies qui permettaient de réaliser chacun de ces scénarios. Là, on a, pour le scénario B, 8% d'économie. Le scénario E, 5,29%. Et on a associé, par rapport à l'index valeur que vous trouvez ici, là, 0,61, 0,45, 0,1, en fait, on l'a inversé pour en trouver des pourcentages. On a montré ici, à travers ce qu'on appelle la droite de valeur, que celle qui apportait le plus de valeur par rapport à ce qui avait été défini dans les besoins ici, c'était le scénario B suivi du scénario E, c'est-à-dire qu'il répond le plus aux besoins et il a l'air de coûter moins cher. Ici, celui-là coûte très cher et ne répond pas autant aux besoins. Donc là, on a une corrélation entre le coût, ou finalement, non, qu'il n'y a pas de corrélation entre finalement plus ça coûte cher et plus on répond aux besoins. Vous voyez, finalement, celui-là qui coûte le moins cher répond le mieux aux besoins. Donc là, on a une bonne indication. On a continué notre investigation on a demandé quels sont, d'après vous, les critères principaux qu'il faut que auxquels ces bots doivent répondre. Donc, ils nous ont donné 10 critères principaux comme minimiser l'infiltration, assurer la respirabilité, stabiliser le pied, gérer la languette, faciliter le lassage. Enfin, pour eux, des critères qui étaient très importants pour chacun de ces bots, pour la botte. Donc, on a mis ici une réponse par rapport à la botte de référence. Donc, il y avait quand même 75% de satisfaction à la botte de référence, avec évidemment sur les matériaux recyclables une mauvaise note de 4. Et puis, on a comparé là encore tous les scénarios pour arriver
à définir que finalement, le scénario B répondait à 80% et le scénario E, 79%, le scénario C aussi, 79%, qu'on va comparer encore au coût. Pareil, satisfaction sur coût. Et dans cet exemple-là, de reprise sur les besoins, on voit encore que le scénario B et le scénario E arrivent en tête. Et celui qui avait encore 79 C, le C, malheureusement, coûte beaucoup trop cher, comme vous pouvez le voir ici, mais c'était un de ceux qui répondaient le mieux aux besoins, comme constaté ici avec 79. Et le scénario de référence, 75, qui est le scénario bleu, arrivait ici par rapport à ces courbes de valeur. Voilà. Alors finalement, il a été proposé le scénario B qui permettait une économie de 8,75%. Alors, il va falloir continuer à rechercher des économies. Alors peut-être dans la commercialisation, peut-être dans l'emballage sur lequel on n'est pas forcément allé creuser du temps, mais il était attendu quand même jusqu'à 15% d'économie. Donc bon, c'est déjà pas mal. Il va falloir continuer. Par contre, par rapport aux besoins qui étaient définis, les critères qu'on a définis tout à l'heure, on a augmenté de 5 points la satisfaction des besoins. Donc ça, c'est pas mal. Et sur l'impact environnemental, je ne vous ai peut-être pas montré, mais on est passé à 6,4% des composants de la botte, des coûts des composants de la botte qui étaient destinés à améliorer l'impact environnemental. Et on avait 0% sur le modèle 2018. Donc là, il y a eu un vrai effet et on a proposé trois nouveaux, ça font partie de ces éléments, trois nouveaux composants avec impact environnementaux positifs. On a fait d'autres recommandations, insertion du nylon, du cuir synthétique, de lassage rapide. Alors, toutes ces recommandations seront ou pas pris. Ce sont des éléments qu'on a aussi identifiés pendant notre étude. Voilà. Donc, finalement, vous voyez, c'est assez rapide. Je vous ai fait une démonstration en une trentaine de minutes de comment on reconçoit un produit de base. Là, en l'occurrence, c'était la botte de sécurité. Donc, je résume notre approche de value design. On définit un cadre de départ avec une équipe pluridisciplinaire et une recherche de ce qu'on a à proposer, de ce qu'on va aller étudier. Puis après, on se lance dans ce qu'on appelle un atelier d'analyse de la valeur. Cet atelier de l'analyse de la valeur, vous voyez, il est assez ponctuel. C'est quelque chose d'assez dynamique, temporel, au sens qu'on va mettre tout le monde pendant 2 jours à cogiter sur le problème, avec des outils de design thinking pour la collaboration dans la recherche de besoins et la recherche d'idées. Après, au bout de 2 jours, on fait partir tout le monde avec des devoirs et ils reviennent avec des propositions d'amélioration, des calculs sur les propositions d'amélioration, desquelles ont été rejetées, desquelles coûtaient trop cher, et des scénarios avec carrément, vous avez vu, des prototypes de bots qui avaient été faits par un patroniste, quelqu'un qui fait des patrons de bots. Ils ont réétudié tout ça. Et à la suite, on a fait cette étude qui nous a permis de dire qu'est-ce qui répondait le mieux aux besoins, qu'est-ce qui nous coûtait le moins cher et qui apportait la baisse de ces consommations de ressources avec cet impact environnemental associé. Voilà cette démarche qu'on nomme Value Design et qui est résumée ici par ce qu'on appelle le Value Design Process, vous voyez, 6 étapes qui reprend évidemment les éléments de design thinking, la phase d'inspiration, la phase d'idéation et la phase d'implémentation avec la démarche qu'on va mettre en œuvre de brainstorming, de recherche d'informations et surtout, vous l'avez vu, de structuration des besoins et d'association des coûts à ces besoins. Pour finir avec une proposition de solution et des justifications de solutions prenant en compte la satisfaction du besoin et la consommation de ressources. Nous l'avons fait avec
un ensemble de techniques. Je les ai résumées un peu ici. Je vous parlais de FAST qui permet de structurer. On a fait une matrice aussi de priorisation. Enfin, tous ces outils sont proposés. Vous en connaissez pour ceux qui ont déjà fait du design thinking, certains surtout pour les techniques d'élicitation, de recherche d'informations. Tout ce qui est technique de valorisation, elles sont propres à l'analyse de la valeur et on a un ensemble d'éléments qui nous permet de valoriser ces objets. Alors, il y a du Mosco aussi, on utilise aussi Mosco, on utilise Kano aussi pour la valorisation. Puis, on a un outil à l'Université de la valeur qui s'appelle Value Design Tools, Value Tree, Fast Draw, que l'on propose à nos clients pour faciliter cette structuration et cette recherche d'informations. Et puis, alors ça, c'est notre spécialiste Lucie, qui en est la formatrice essentielle, c'est-à-dire la certification internationale professionnelle en analyse de la valeur, alors qui est soutenue par une association qui s'appelle SAVE International, basée Nord-Amérique, et qui propose une certification de premier et deuxième niveau en analyse de la valeur. Alors, on a deux formats pour la réaliser, soit intensive en 8 demi-journées, 32 heures, soit, alors là, plus sur une plus longue durée, mais qui est basée sur un de vos projets, c'est-à-dire qu'à la fin, vous avez fait un redesign de quelque chose dans l'esprit éco-conception ou dans d'autres esprits d'amélioration ou de création de valeur. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Elle a été assez intensive. Je ne voulais pas vous prendre trop de temps pendant l'heure du déjeuner. J'aimerais qu'on passe aussi un petit moment avec des questions et réponses. Et surtout, on va interroger celle qui a mis en œuvre cette démarche avec moi au Canada, Lucie Parot, qui est présente aujourd'hui. Ce matin, pour elle, il est très tôt à Montréal. C'est ça, Lucie? Tu m'entends? Est-ce que Lucie m'entend? Bien, Elle va. bien sûr que je t'entends. Il fallait que j'active mon Ah, micro. je te remercie. Alors, je ne sais pas si on te voit. Est-ce que tu as branché ta caméra ou est-ce que tu peux brancher Mais ta caméra? je peux pas la démarrer, ça dit que tu as Ah, bloqué. peut-être que je t'ai bloqué la caméra. Ouais, tu voulais Alors, pas ça me serait voir, sympa. voilà, c'est ça. Non, mais ça serait sympa qu'on puisse te voir. Alors, attends, je vais te Je suis pas nommer. sûre. Regarde, regarde. Là, peut-être que tu peux la débloquer. T'arrives? Comme ça, on va te voir. Je ne sais pas si on te voit. Vas-y, parle pour voir. C'est super. Voilà, voilà, je suis là. Pas très Ok. réveillée, mais je suis là. D'accord. Bah, moi, personnellement, je ne te vois pas, mais je ne sais pas si les autres. Alors, écoute, on va prendre les questions. Je vais regarder un petit peu. Je vais passer un moment avec les questions qui ont été posées. Quels sont les indicateurs environnement qui ont été retenus? Ah oui, alors en effet, vous avez raison, Philippe, de nous poser cette question. On s'est basé sur, il y a une norme européenne, mais qui est assez standard, qui s'appelle FLEUR. Vous regarderez. Donc, c'est une norme européenne d'éco-environnement pour tout ce qui est bottes et chaussures. Et on s'est basé sur ces indicateurs-là pour répondre aux exigences environnementaux. Denis, vous ne parlez pas du cycle de vie de l'objet. Ah, alors que c'est. Oui, exactement. On n'a pas. Ben, vas-y, tu peux répondre, Lucie, sur le cycle de vie de la chaussure. Comment tu l'as abordé? Oui, Ça n'a pas forcément été un des points sur lesquels on a travaillé. non, On a on plutôt n'a travaillé pas. sur les composants. Ouais, on avait regardé, quand on avait présenté les différentes normes en environnement, on avait regardé les différents aspects du cycle de vie, mais après ça, quand on a travaillé dans l'atelier, on a vraiment focalisé sur la botte elle-même. Puis après ça, les gens ont regardé comment, une espèce de processus de reprise des bottes, puis de l'emballage aussi, mais cet l'atelier qu'on vous a présenté a vraiment focalisé sur la botte, qui est quand Ah, même
C'est une grosse proportion là, du projet, là. Donc, après ça, on n'a pas été impliqué, mais je sais que l'équipe avait regardé, entre autres, l'emballage, qui est Voilà. d'une grosse problématique dans la botte, là, au niveau de la vente. Et puis, après ça, pour la reprise des produits terminés, là, je ne me souviens plus. Là, je sais qu'on avait parlé de pouvoir défaire le produit pour récupérer les différents matériaux. Ça, c'est une grosse préoccupation dans le recyclage, c'est qu'on puisse séparer les matériaux. Ça, on en a parlé dans cet atelier-là, mais après ça, eux, ils ont fait quoi avec, là, je ne me souviens plus. Je ne suis pas au courant. Donc, on a regardé une partie du cycle de vie, là, on n'a pas été exhaustif, là, tout à fait. D'accord. Et puis, on a une autre question aussi sur le coût de ce redesign qui a été fait. Ben, en fait, il y a déjà le coût de ces 3 jours d'intervention, c'est ça à peu près, Ouais. avec nous deux et Lucie et moi. Et puis, évidemment, le coût infrastructure de l'hôtel pendant ces 3 jours, mais également le coût, le temps qu'ont passé toutes les personnes pendant ces 3 jours et aussi à faire les études qu'on leur a demandées. Alors, il y a un coût externe et un coût interne, en fait. Alors, le coût externe, on le connaît à peu près. C'est entre 20 et 25 000 dollars canadiens, ça a dû être à peu près le coût de l'étude avec le rapport, etc. Et le coût interne, bah, c'est 15 personnes pendant 3 jours, plus 5 à 10 personnes, pas mal d'heures pour faire les prototypages. C'est ça à peu près, hein. Oui, Lucie, je ne oui, dis c'est pas de ça. bêtises, hein. Excellent. Voilà. Mais les enjeux étaient tellement significatifs. Je veux dire, cette botte-là se vend en des milliers d'exemplaires. Donc, les revenus générés par ce produit-là justifiaient d'investir ce coût-là dans cette démarche. Généralement, quand on fait ces démarches-là, on arrive à avoir un ratio, il y a eu des calculs qui ont été faits, au minimum de 1 dollar dépensé, 20 dollars récupérés au minimum. Ça va jusqu'à 100 dollars récupérés sur des gros projets d'investissement, que ce soit dans le bâtiment ou dans des gros projets d'infrastructure. Tout à fait. Et combien de temps ça a duré? Il y a une autre question aussi. Combien a duré le projet au total? Je pense qu'à l'intérieur d'un mois, tout était terminé, là. C'est ça. En tout, l'atelier lui-même, ça a été 3 jours. Il y a un peu de préparation avant, il y a un peu de travail à faire après quand ils ont travaillé les prototypes. Et puis après ça, bon, on a tout mis ça dans le rapport, là. C'est qu'au bout de maximum un mois, je pense, là, tout était fait. Ben, c'est intensif, mais c'est... Ça, c'est vrai. J'avoue, c'est très intensif. Mm. Je confirme. Mais à la fin, finalement, ça a créé un esprit de corps qui était sympa parce que ce soit avec les personnes externes de l'entreprise et internes, il y a eu une vraie stimulation et qui a généré justement toutes ces idées d'innovation. Finalement, derrière, il y a de l'innovation, hein. On n'a pas parlé, mais en reconception, c'est finalement de l'innovation en intégrant les composants environnementaux, hein. Beaucoup. Tout à fait. On a un commentaire à la base de l'évaluation des bilans carbone, oui. Le fait que la botte d'avant était fabriquée en Asie et là, ils rapatriaient la fabrication au Canada pour le marché américain. Ils ne voulaient même pas calculer c'était quoi le bilan carbone. Ils savaient que c'était définitivement beaucoup moindre que de faire les bottes en Asie. Alors, ils se sont dit, on ne se donne pas la peine parce que ça coûte cher faire ces évaluations-là de bilan carbone par des spécialistes. Alors, ils ont dit, nous, on rapatrie la production du Vietnam au Canada. Donc, on sait que c'est un bilan carbone positif par rapport à l'ancienne botte. On n'a pas besoin de savoir combien, on sait que c'est positif. Ils étaient juste contents de rapatrier ça. Mais pour la rapatrier, c'est ça, il fallait réduire le coût parce qu'évidemment, les salaires au Vietnam, ce n'est pas les mêmes salaires qu'au Canada. Donc, il fallait travailler beaucoup sur l'aspect coût pour pouvoir la rapatrier, cette botte-là.
dans une optique de réduction des gaz à effet de serre pour le transport de milliers et de milliers de bottes à travers le monde, là. Alors, c'est drôle parce qu'il y a, il y a Jean-Yves qui dit que finalement, tu fais du hackathon de l'analyse de la valeur. Alors oui, depuis longtemps, hein, tes démarches d'analyse de la valeur, c'est des hackathons. Alors maintenant, tu pourrais les appeler comme ça, hackathon value design. En quelques jours, reconcevoir, faire de la reconception ou de la éco-conception de Ouais. produits. Pourquoi pas? On pourrait l'appeler comme ça. Enfin, l'objectif, c'est en un temps assez court de pouvoir repenser dans cette logique d'écologie et bah, aujourd'hui, on l'a bien compris, il y a une réflexion à avoir sur, là on l'a vu le produit, hein, mais on peut faire exactement la même chose. D'ailleurs, on l'a fait, alors peut-être pas dans une logique d'écologie, mais plutôt une logique organisationnelle, d'agilité et autres, sur du service, hein. Donc, on le fait aussi sur du service, on le fait sur des produits, peu importe, toute cette démarche, elle est structurée, vous l'avez vu, étape par étape, et rapidement, on a des résultats de reconception de services ou de produits. Mais effectivement, quand on fait ça de façon intensive, c'est qu'il y a une espèce de momentum qui se crée. On embarque dans le projet et puis là, la créativité embarque et puis ça génère beaucoup de résultats rapidement. C'est intéressant. Est-ce qu'on a Voilà, d'autres bah, questions? écoute, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, beaucoup sur le bilan carbone, tu as répondu. Ouais. Et ben, écoutez, voilà, je crois que je vous laisse encore, si vous avez quelques minutes pour poser des questions. Euh, Lucie et moi restons à votre disposition, hein, si vous voulez en savoir plus. Également, évidemment, vous pouvez venir participer à nos formations là, pour pouvoir le faire également vous-même dans votre entreprise. Alors, soit, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le remets en visible, mais vous avez justement ces deux formats de formation, un sur lesquels on va travailler vos produits, on va travailler vos services, où il y a un projet à la source, et on va mettre un peu entre 4 et 6 mois pour que vous appreniez et réaliser cette reconception. Ou autrement, il y a aussi cette formation plus intensive à distance. On vient d'en finir une là, il y a quelques semaines, où on fait 8 demi-journées, ce qui dure finalement un mois, parce qu'on fait une demi-journée par semaine. Oui, c'est ça. Et donc, non, ça fait, oui. Non, on a dû faire deux demi-journées, c'était jeudi et vendredi de chaque semaine. En 32 heures, vous apprenez à faire de l'analyse de la valeur selon la certification internationale SAVE. Et à la fin, vous avez un examen de certification et vous obtenez le certificat VMA de premier niveau. Vous avez un deuxième niveau après, le fameux CVS, qui permet de démontrer que vous êtes un professionnel dans ces méthodes d'analyse de la valeur. Voilà. Alors, on a deux autres questions qui sont rajoutées. Ah, Avez-vous mesuré la satisfaction des utilisateurs après avoir mis la botte sur le marché? Bien, nous, on n'a pas été impliqués là. Une fois que notre étude est terminée avec eux, on quitte l'entreprise et ils ont tout en main pour continuer eux-mêmes. Donc, on espère qu'ils l'ont fait. Et bon, il arrive, habituellement, on rappelle après quelques temps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, mais eux, on n'a pas rappelé dernièrement là, pour savoir. Bon, le gain au final, c'est qu'ils ont pu rapatrier, ils avaient tout en main pour rapatrier la production de cette botte. Donc, ils avaient réduit le coût et là, ils voulaient travailler pour, comme disait Cédric tout à l'heure, il en manquait un peu. L'objectif était de réduire de 15 %, on était tout près de 10 %. Donc, ils voulaient travailler après ça sur les méthodes, donc investir dans les méthodes, acheter de la nouvelle machinerie. Leur atelier au Canada était assez désuet. Et dernièrement, ils ont construit une usine flambant neuve
Non, un peu donne pas plus leur loin. droit parce qu'après, on va carrément savoir qui c'est. Un peu plus loin, un peu moins loin en fait. Et puis, Voilà. et donc, ils ont, en construisant cette nouvelle usine-là, ils ont modernisé tout leur équipement, tout ça. Alors, ils ont probablement réussi à justifier le 5 qui manquait pour le coût de la Yes. boîte. Voilà. Bon, encore d'autres questions? Hmm. Je crois pas. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci encore pour votre participation pendant l'heure du déjeuner. J'espère que ça a pu vous inspirer pour créer de la valeur. Vous avez vu qu'on peut créer de la valeur à tous les niveaux. Il suffit de jouer sur cette équation satisfaction des besoins sur consommation de ressources. Et si vous pouvez jouer sur les deux, alors là, c'est le top et c'est de l'éco-valeur. On l'appelle de l'éco-valeur, c'est-à-dire que vous baissez la consommation et vous augmentez la satisfaction tout en ayant fait de la reconception. Alors, aujourd'hui où il faut repenser à demain, je vous encourage à penser value design. Ciao à tous. Merci, Lucie. De rien. Je réponds à une question, là. Ferme pas tout, je vais envoyer une réponse à quelqu'un. D'accord. Euh... Donc, le processus de fabrication, j'en ai parlé. Il y a quelqu'un qui a demandé quel logiciel vous utilisez pour le bilan carbone. Ce n'est pas nous qui faisons ça, c'est des spécialistes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent là. Donc, je ne peux pas répondre à ça. Voilà. C'est figé, là. C'est beau. Je pense que tu peux fermer maintenant. Merci à tous. Bonne journée.